qu'est-ce qu'ils appellent trahison? Est-ce que c'est la paix que j'ai trahi? Est-ce que c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire que j'ai trahi? Parce que je me suis toujours inscrit dans une logique de dialogue, dans une logique de participation aux jeux politiques. Et je me rappelle que c'est autour de ces deux notions que cette accusation de trahison a été développée. Mais je note par ailleurs que ces accusateurs aujourd'hui sont dans les chemins que j'ai ouverts à travers le dialogue et à travers la participation. Puisque aujourd'hui, certains d'entre eux sont députés à l'Assemblée nationale, alors que pendant longtemps, ils m'ont accusé de vouloir participer aux jeux politiques. Ils m'ont diabolisé parce que j'étais dans le jeu politique. Je vois aujourd'hui qu'ils sont aussi dans le dialogue politique. Le président Gbagbo, leur référent politique, à son retour de La Haye, ne s'est pas emparé d'armes de guerre pour aller à l'assaut de Alassane Ouattara, qu'il a évincé injustement et douloureusement du pouvoir. Il est au contraire parti, ils se sont embrassés, ils ont fraternisé. Il a évoqué les problèmes qu'il veut voir réglés par le président de la Côte d'Ivoire. Et puis il attend tranquillement qu'une solution soit trouvée à ces questions-là. Ça veut dire que donc, le dialogue que j'ai ouvert n'était pas un acte de trahison. Cela signifie qu'en définitive, ce sont des prétextes que ces adversaires ont utilisés à cette époque pour tenter de me diaboliser dans l'opinion afin de mener un combat qui était plutôt un combat de positionnement, un combat de leadership. Alors que j'étais aussi au FPI depuis 1986, c'est-à-dire depuis 2 ans. Donc je n'ai pas attendu de rencontrer Laurent Gbagbo pour m'engager dans le Front populaire ivoirien. Je me suis engagé d'abord par rapport à la volonté de participer à la modernisation de la vie politique en Côte d'Ivoire à travers un parti de gauche, un parti socialiste. Voilà les deux dimensions qui ont fondé mon engagement. Ce n'est pas, disons, l'attachement à un individu ou l'affection pour un individu qui m'a déterminé. C'est d'abord la volonté de participer à la construction nationale, à la construction d'une nation démocratique, et à travers un parti de gauche qui a au centre de sa démarche les questions de liberté, de justice, de solidarité. Ce sont ces dimensions-là, ces valeurs-là, qui ont fondé mon engagement au Front populaire ivoirien. Laurent Gbagbo venait de rentrer d'exil et donc il faisait le tour des structures clandestines qui avaient été mises en place en son absence. D'abord pour connaître les animateurs. Okay. Voilà, connaître les animateurs, donc nous avons échangé autour de ces questions. Lui-même, plus tard, a eu à avouer qu'au premier abord, il n'a pas pensé que je pouvais tenir la route, compte tenu certainement des responsabilités que j'avais à cette époque et qui pouvaient entrer en contradiction avec les risques de l'action politique clandestine à cette époque. Mais à cette époque, comme je l'ai dit, mes convictions étaient au-dessus de mes intérêts personnels. Alors, j'étais prêt donc à prendre les risques qu'il fallait parce que pour moi, les postes que j'avais n'étaient rien par rapport à l'intérêt national. Le courage de tenir un discours différent à cette époque face à un Félix Houphouët-Boigny qui était encore au sommet de sa gloire, de sa puissance, le courage de proposer une autre voie, de proposer la voie de la démocratie. À cette époque, ce n'était pas aussi courant, ce n'était pas très populaire, ce n'était même pas connu. C'était tout à fait nouveau, inédit, et je pense que ça a été son mérite. Et je crois que s'il a pu accéder au pouvoir en 2000, c'est parce qu'il a eu ce courage-là d'annoncer cette perspective parmi les premiers en Afrique, en tout cas. Oh, vous savez, en politique, et lorsqu'on s'engage en politique, on reste focalisé d'abord sur la fidélité aux valeurs. Voilà. Plus que les considérations personnelles, les postures personnelles en termes de personnalité, ce sont surtout les valeurs. Parce que dans un parti politique, vous allez rencontrer des personnalités des personnes qui ont différentes personnalités.
certaines personnes qui sont coléreuses, d'autres qui sont affectueuses. Or, lui, il était un combattant. Moi, c'est ce que j'ai noté. Je ne me suis pas occupé des autres aspects. J'ai noté seulement qu'il avait une conviction et qu'il avait le courage de les défendre. Qu'il voulait le changement en Côte d'Ivoire, qu'il était prêt à prendre les risques pour pouvoir faire avancer le pays. Et pour moi, ça a suffi. Voilà. Sinon, je ne me suis pas attaché aux autres aspects puisque je n'attendais rien d'autre que Laurent Gbagbo soit gentil avec moi, qu'il s'occupe de mes problèmes. Non, ce n'était pas pour ça que j'étais dans l'action politique. Je suis rentré de façon responsable, autonome, et je l'ai dit dans une déclaration, pendant tout le temps de 1986 jusqu'en 2000, au moment de l'accession au pouvoir du Front populaire ivoirien, je n'ai pas demandé un franc à quelqu'un pour mener toutes les missions qui m'ont été confiées pendant cette période de plus de 10 ans. Donc, je ne m'occupais pas des qualités ou des défauts personnels des individus, parce que je sais que c'est avec tout cela qu'il faut construire une nation. Je suis un homme tolérant, donc je ne m'attache pas, je ne m'attarde pas sur certains défauts ou certaines qualités particulières des hommes. Je fais avec. Il faut reconnaître que mon engagement n'était pas populaire dans ma propre région, ni même dans ma propre famille. Parce que la région dont je suis originaire était traditionnellement un bastion du PDCI-RDA, la région du Moronou. Moi-même, mon aîné était déjà maire PDCI à Ara. Et donc, en 90, à ce moment, au début du multipartisme, s'afficher comme un militant de premier plan d'un parti politique dont beaucoup d'Ivoiriens se méfiaient. Ce n'était pas une posture aisée. Voilà, donc on a eu à souffrir une forme d'ostracisme dans notre propre région. Et beaucoup de démêlés avec certains membres de la famille. Et je voudrais dire que, par exemple, avec mon grand frère, nous avons été brouillés pendant 10 ans. Voilà, nous avons été brouillés pendant 10 ans parce qu'il n'a pas du tout accepté, dès le départ, cet engagement. Il a considéré même comme une attaque personnelle, un affront de ma part. Et donc, nous avons eu plusieurs rencontres d'explications devant des conseils de famille. Mais je suis resté ferme sur mes positions. Évidemment, dans la région aussi, ce n'était pas simple. Ce n'était pas simple d'abord parce que le PDCI était très fort, très présent, mais ce n'était pas simple aussi à cause de la personnalité même du président Laurent Gbagbo, à cause de ses origines ethniques. Dès le départ, compte tenu du fait que au niveau national, il n'y avait pas suffisamment de proximité, il y avait donc une question ethnique qui se posait, surtout dans cette région de l'Est. Mais nous avons bravé tout ça. Parce que pour nous, ce n'étaient pas les éléments les plus importants. Vous étiez un peu comme une personne rejetée dans la société. Okay. Vous vivez principalement avec les quelques-uns qui ont accepté de vous suivre dans cette aventure. Heureusement, il y avait une bonne base. Dans la région du Moronou, il faut reconnaître qu'il y avait une bonne base d'opposition politique. Même si elle n'était pas majoritaire, mais un certain nombre de cadres étaient aussi positionnés dans des partis politiques d'opposition, principalement au PIT. Et puis d'autres, au Front populaire ivoirien comme nous. Et donc, ça faisait que nous n'étions pas totalement orphelins. Mais il faut dire que nous avons subi beaucoup d'ostracisme, beaucoup de propos désobligeants, traités de tous les noms, dans les meetings, dans les campagnes de dénigrement menés par les cadres du PDCI par rapport à notre volonté, parfois même travestir notre volonté comme étant une volonté de vouloir mettre le pays à feu et à sang. On expliquait le multipartisme comme une volonté de guerre civile. Voilà, parce que le parti au pouvoir lui-même n'avait pas accepté le principe du pluralisme. C'est clair, ouais. Voilà, donc il a diabolisé le processus. On a voulu faire croire qu'il s'agit pour le leader du Front populaire ivoirien qui est issu de l'Ouest, comme une volonté des gens de l'Ouest de vouloir prendre une revanche sur les gens de l'Est, de pouvoir les exproprier des terres que certains colons à Caen détiennent à l'Ouest.
et que donc ceux des gens de l'Est qui décidaient de participer à cette action étaient pratiquement des traîtres, étaient des traîtres à la cause ethnique, étaient des traîtres à leur communauté. Avant de gagner l'élection municipale, nous avons échoué aux législatives. Oui. Et l'échec était dicté principalement par le fait que le Front populaire ivoirien n'était pas encore suffisamment connu, n'était pas encore suffisamment accepté. Et alors que personnellement, j'avais une bonne image, pendant toute la campagne, le reproche qui était fait, c'était mon appartenance au Front populaire ivoirien. Afi, nous avons bien envie de voter pour lui, mais son appartenance au FPI nous gêne. Et c'est pour cela que j'ai échoué aux législatives. Mais j'ai remis la candidature au municipal et là, bon, quelque part, l'insistance nous a amené à prendre une avance sur nos adversaires et à gagner l'élection municipale en 1990. Il faut comprendre que une personnalité qui ambitionne de diriger un pays ne choisit pas son premier ministre dans la précipitation. Dès le moment où vous décidez de faire acte de candidature à une élection présidentielle, il y a au moins 3 ou 4 postes sur lesquels vous devez impérativement avoir des noms. Savoir si demain je gagne, qui sera mon premier ministre. Ça, c'est un choix que vous devez faire 1 an, 2 ans, voire même 3 ans avant l'élection présidentielle. À partir du moment où vous nourrissez cette ambition, la recherche des principaux cadres fait partie des éléments de votre démarche. Donc, vous cherchez déjà, parmi vos collaborateurs, celui qui semble avoir le profil pour être votre Premier ministre. Ben justement, et vous les identifiez et vous le suivez. Et vous le suivez pour voir si effectivement il réunit toutes les qualités. Ça, c'est la première chose. Un autre poste important, c'est par exemple la défense. Il est important que celui qui ambitionne d'être président sache, si demain je suis élu, qui sera mon ministre de la Défense? Qui sera mon ministre de l'économie et des finances? Qui sera mon ministre des Affaires étrangères? Ces 5 postes-là, en général, les titulaires, ceux qui vont les occuper, sont connus avant même la victoire du candidat. Vous savez, à cette époque, personnellement, je n'y pensais pas de façon précise. Ce qui me préoccupait, c'était d'abord d'apporter ma contribution à la lutte et à la victoire. Est-ce que je vais être nommé Premier ministre? Je dois avouer que je n'avais pas une fixation sur la question. Je n'avais pas une fixation. Et ce n'était pas ça qui me motivait. À savoir, je vais faire ceci ou cela pour pouvoir être Premier ministre. Non. Moi, je me suis toujours cantonné et contenté de faire mon travail. Quand on me confie une tâche, j'essaie de la faire la plus propre possible, la plus pertinente possible. Parce que je suis attaché à la qualité. Je suis attaché à la rigueur. J'aime et je suis attaché au progrès. J'aime avancer. Voilà. Et donc, c'est ce qui me préoccupe. Et je pense que ce sont ces qualités que Laurent Gbagbo a pu déceler en moi. Très tôt, je dirais même dès 1994, qu'il a pu déceler en moi. Et je suis persuadé que dans sa tête, et certains de nos camarades me l'ont avoué par la suite, qu'il avait fait ce choix bien avant. Voilà. Moi, je ne le savais pas. Mais à certains, parce que je sais que l'une de nos camarades me l'a dit au cours d'un voyage, le président Gbagbo lui a posé la question, que d'après toi, si je gagne, qui je dois choisir comme Premier ministre? Et la camarade en question a donné un nom. Et le président Gbagbo a dit non, ce n'est pas celui-là. Mais par contre, ce serait Afi. Pour telle raison. Donc, le choix était fait longtemps avant. Ce qu'il a fait, je pense que, évidemment, un responsable, dans un contexte comme celui-ci, parfois n'impose pas un choix. Cette scène des toilettes, oui. Je pense que c'était fait en fait pour ménager certains cadres, notamment Abdourahmane Sangaré, et peut-être même pour tester si lui-même avait l'ambition d'être Premier ministre, pour tester. Voilà. Parce que souvent, on peut vous proposer quelque chose alors que celui qui propose a déjà fait un choix. J'ai été ému par ce choix parce que c'est un poste de premier plan. C'est
le premier ministre, je dirais, de l'alternance démocratique en Côte d'Ivoire. Il y avait des défis importants à relever. Et donc, j'ai reçu cela comme véritablement une marque de confiance. Dans un contexte comme celui-ci, face aux défis auxquels le nouveau pouvoir allait faire face, porter le choix sur ma personne devait constituer véritablement une marque de confiance. Je pense que modestement, j'ai fait ce que je devais faire et personnellement, je suis satisfait des résultats que nous avons eus pendant les 22 mois où je suis resté à la tête du pays. Il y a des éléments qui l'attestent. D'abord, sur le plan économique, nous avons pu redresser la situation. Nous avons une croissance négative de moins 2% à notre arrivée. Et au moment où je partais, on avait obtenu une croissance positive. La communauté financière internationale avait abandonné la Côte d'Ivoire à la suite des scandales des 18 milliards de l'Union européenne. Nous n'avions pas de relation ni avec le Fonds monétaire, ni avec la Banque mondiale, ni avec l'Union européenne. Pendant cette période, j'ai pu réussir à rétablir toutes nos relations économiques avec ces institutions. Nous avons pu obtenir un programme de soutien de la Banque mondiale. Nous avons mené de grandes réformes dans le domaine du secteur financier avec la création de la BNI, le redressement de la Caisse générale des retraites, etc. Nous avons engagé de grands chantiers en termes de modernisation de l'État. Nous avons créé ce qui est appelé aujourd'hui les conseils régionaux. Nous avons décidé de communaliser l'ensemble du territoire national. Donc ce sont des réussites. Nous avons mis en place le budget sécurisé, c'est-à-dire pouvoir, dans la première phase, sans l'absence de concours financiers internationaux, pouvoir vivre sur nos recettes, nos ressources propres. Et nous avons tenu la route. Donc, je crois que nous avons bien travaillé pendant ces 22 mois où je suis resté à la tête du gouvernement. Peut-être que nous avons fait preuve d'un peu trop d'ouverture. Par exemple, sur la stratégie de règlement du conflit politique en Côte d'Ivoire. On sait, lorsqu'un pays est en conflit, il y a deux façons de le régler. Il y a le choix de la guerre pour anéantir l'adversaire. Et puis le choix de la négociation, du dialogue, pour rassembler, pour apaiser les cœurs, pour faire la réconciliation et pour, je dirais, extirper toute colère, toute volonté de mettre le pays en danger. Voilà les deux choix. Et dans la vie, ce sont toujours ces deux choix. Même au niveau individuel, ce sont toujours ces deux choix. Vous avez en parlant avec quelqu'un, soit vous vous réconciliez, soit vous restez dans une belligérance permanente et que ce soit toujours le plus fort qui impose sa volonté au plus faible. Nous avons fait le choix, et parce que cela est conforme à notre doctrine, nous avons fait le choix du dialogue et de l'apaisement. Quand vous faites le choix du dialogue et de l'apaisement, un des avantages, c'est que vous n'êtes pas obligé d'investir massivement dans les moyens de sécurité. Vous n'êtes pas obligé d'investir. Il y a des pays qui ont fait ce choix à travers le monde, qui ont fait le choix, par exemple, de la neutralité, qui ont fait le choix de régler leurs problèmes par le dialogue, d'entretenir de bonnes relations avec leurs voisins et peut-être même à l'intérieur de leur pays. Et ça leur fait économiser des ressources pour l'investir là où les populations ont besoin de l'appui de l'État. C'est vrai que nous avions une armée qui était en déconfiture, mais nous n'avons pas, et c'est peut-être cela qu'on peut nous reprocher, mais notre démarche était noble. Face à la situation, faisons l'ouverture. Et c'est même ce que nous demandons aujourd'hui à Alassane Ouattara. Faisons l'ouverture, appelons au rassemblement des Ivoiriens, à la réconciliation entre les Ivoiriens, pour éviter de s'engager dans des combats permanents. Et c'est ainsi que le président Gbagbo a favorisé le retour d'exil, à la fois de M. Alassane Ouattara et de M. Henri Konan Bédié. S'il était resté dans une logique de belligérance, de guerre, il serait d'abord armé et il aurait maintenu ces gens à l'extérieur. Mais ce serait une pression permanente sur le pays. Donc notre choix, c'est ça. Maintenant, certains peuvent nous le reprocher. Pourquoi vous voulez l'unité nationale? Pourquoi vous voulez la réconciliation nationale? Mais moi, je reste toujours attaché. Sur le plan militaire, on ne peut pas dire que, d'abord,
nous avons, à ceux-mêmes qui étaient dans cette situation, nous avons proposé la réconciliation. On ne peut pas nous reprocher cela. Ça, c'est la première chose. Il est évident que, en dépit de ce que nous avons fait, les gens sont restés dans une logique de belligérance. Mais nous avons opposé aussi l'armée. Le 19 septembre, la tentative de coup d'État avait échoué. Ça aussi, il faut le savoir, que le 19 septembre 2002, la tentative de coup d'État avait échoué. Ça veut dire que notre armée avait réussi à mettre en déroute ceux qui avaient attaqué, qui se sont par la suite repliés sur Bouaké. Vous êtes un journaliste, oui. C'est moi l'homme politique. Tout à fait. C'est moi qui ai vécu les situations. Et la question qui est posée, ce n'est pas un problème de sécurité. C'est plus un problème de diplomatie que de sécurité. C'est plus un problème d'idéologie que de sécurité. Ce n'est pas parce que notre armée était faible, particulièrement faible, que nous avons vécu cette situation. Nous avons vécu cette situation d'abord, s'il y a un reproche à nous faire, c'est plus sur le terrain de la diplomatie. Parce que, on le dit toujours, la diplomatie, c'est la guerre par d'autres moyens. Et dans un pays comme la Côte d'Ivoire, à ce moment précis, nous n'avons pas eu la diplomatie qui aurait pu nous permettre d'anéantir. Les rebelles avaient perdu la guerre, mais ils avaient eu la chance qu'au plan diplomatique, c'était eux qui étaient soutenus. Ils étaient soutenus d'abord par certains pays voisins, oui, qui leur avaient accordé une base arrière. Tout à fait. C'est ça. Le Mali, le Burkina Faso. Et puis, ils étaient soutenus, au-delà même du Burkina Faso, par certaines puissances étrangères. Donc c'est cela le vrai problème. Ce n'est pas uniquement un problème de sécurité militaire, c'est un problème global. Un régime qui n'avait pas réussi à, je dirais, neutraliser un certain nombre de contentieux ou de contradictions au plan diplomatique avec certaines puissances. Parce que la Côte d'Ivoire ou le régime de Laurent Gbagbo n'était pas attendu. On peut même dire que si nous avons pu rester au pouvoir après les élections de 2000, c'est parce qu'il y avait un gouvernement socialiste en France. Déjà d'abord en 1999, au moment du coup d'État contre Henri Konan-Bédié, oui. Pour savoir si la France devait tout faire pour faire échouer ce coup d'État et maintenir Bédié au pouvoir, ou si la France devait laisser faire. Il y a eu déjà, parce qu'en France c'était la cohabitation, il y a eu déjà ce débat entre les socialistes et la droite. M. Chirac. Et donc en 2000, quand il y a eu ces élections qui ont été contestées par le RDR et par le RDR en particulier, qui voulait que les élections soient reprises, il y a eu le même débat. Donc si les socialistes n'étaient pas au pouvoir en France, je suis sûr que les choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées. Que le régime du président Gbagbo ne se serait pas stabilisé. Mais tout le monde le sait, que Charles Jospin a été parmi les premiers à se rendre en Côte d'Ivoire. Et c'est donc la posture non belligérante, pour ne pas parler de soutien, la posture non belligérante de la gauche française qui nous a permis de rester au pouvoir. C'est pourquoi souvent, quand certains camarades veulent poser le problème de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire en termes de race, d'Africains face aux Occidentaux, je dis non, il ne faut pas poser le problème en ces termes. Parce que ici en Europe, comme à travers le monde, il y a le monde même est organisé d'abord autour des valeurs. Et les valeurs de gauche ne sont pas seulement des valeurs africaines ou occidentales. Il y a partout des hommes de gauche qui peuvent se mobiliser ensemble autour des mêmes problématiques. Et donc, nous, ce que nous devons construire en tant que responsables politiques africains, c'est la solidarité avec les forces progressistes à travers le monde. L'essentiel aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation nationale. Par rapport à cette problématique, nous avons proposé les États généraux de la République depuis 2013-2014. Jusque-là, nous n'avons pas encore eu une oreille attentive et nous n'avons pas vu des actes décisifs en faveur de la réconciliation nationale. C'est vrai qu'il y a une sorte d'accalmie, qu'il y a des actes de décrispation à travers la libération de certains prisonniers politiques, à travers la visite du président Laurent Gbagbo au président Ouattara. Mais la réconciliation reste un chantier inachevé. Forcément. Et pour moi, c'est déjà une faiblesse, un handicap majeur. Parce qu'on a vu en 2001 que le fait que la réconciliation nationale, à travers le forum de la réconciliation, n'ait pas pu aboutir, nous avons connu la rébellion armée de 2002.
Donc il ne faut pas que ce chantier inachevé soit une plaie, soit la plaie de la République. La paix est un projet politique. Elle ne peut pas advenir comme par enchantement. Voilà. Elle ne peut pas advenir par la seule volonté, la seule disponibilité de l'opposition. Il appartient au pouvoir. Et c'est pour cela que j'appelle toujours à ce dialogue national inclusif. Pour qu'on se mette autour d'une table, qu'on vide tous les contentieux, qu'on s'engage dans des réformes qui vont garantir une paix durable en Côte d'Ivoire. Qu'on pense les blessures. Parce qu'il est évident que le président Gbagbo va saluer M. Ouattara. Mais il a toujours, dans un coin de sa mémoire, cette longue incarcération à la haie. Et cela modifie beaucoup de choses. Ils font semblant, ils n'en parlent pas. Ils s'embrassent, ils rient, ils n'en parlent pas. Mais est-ce que c'est sincère, les actes qu'ils posent là? Est-ce que parce qu'ils se sont rencontrés, alors on a totalement oublié?